Roll camera. Rolling. Scene 6 apple. Pick up. Take one. Action. Bonjour et bienvenue dans Discutons Ciné, un podcast où on parle de 5 films, chacun choisi par un de nos chroniqueurs. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, puisque je suis avec Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Je suis avec Valentin. Bonjour. Je suis avec William. Salut. Et je suis avec Sydney. Salut. Vous allez bien ? Ouais, toi ? Ça va, très bien. Et donc aujourd'hui, on parle de 5 films qui sont Moonlight, 2001, Eve, Les Prédateurs et Zabriskie Point. Et donc aujourd'hui, on commence tout de suite avec Les Prédateurs. The timeless beauty of Catherine Deneuve. The cruel elegance of David Bowie. The open sensuality of Susan Sarandon. Combined to create a modern classic of perverse fear. Les Prédateurs est le premier film de Tony Scott, qui a réalisé entre autres Top Gun ou Man on Fire, et qui redéfinit en quelque sorte le genre du vampire. Il met en scène un trio d'acteurs remarquables, Susan Sarandon, Catherine Deneuve et David Bowie. William, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi ça ? Alors, pour pas beaucoup de raisons en fait, parce que c'est pas un de mes films préférés, c'est même pas un film que je regarde souvent, mais je l'ai plutôt choisi en fait parce que justement pour le trio d'acteurs qui est assez incroyable, donc Bowie, Deneuve et Sarandon comme tu l'as dit. Pour la musique aussi, Bauhaus, et puis alors j'ai pas le nom des morceaux classiques en tête, mais pour ceci aussi. Et puis je trouve que c'est un bon témoin aussi de son époque, donc des années 80, et il me semble que c'est intéressant aussi de regarder le premier long métrage de Tony Scott, mais c'est principalement pour ça, et puis aussi parce que j'aime bien les films de vampires en général, et que celui-ci était assez original sur certains points, même s'il est pas forcément réussi, parce que vous serez peut-être d'accord avec moi, mais je trouve quand même que le début se tient bien, et puis après c'est très lent comme film et on s'ennuie assez rapidement. Voilà, donc juste pour ces raisons. Très bien. Et du coup, je vais demander à Valentin, qu'en as-tu pensé du film ? Je vais commencer à votre avis par quoi ? Parce que t'as aimé Par s'il y a la quelque photo. chose- La photo. Ah, ok. Non, j'oserais pas. Non, mais du coup, la photo, elle est cool. Mais non, mais en vrai, non, mais si, c'est sympa, quoi. Il y a genre des raccords mouvements, genre je suis plus dans la première partie, du coup, enfin dans le début même, que j'ai... Avec les cheveux. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Que j'ai trouvé assez impressionnant. J'étais en mode waouh. Ouais. Et voilà. Bah aussi, j'ai noté que c'était quand même un peu Ouais. long. Voilà, il y avait des longueurs sur la deuxième partie du film. Ouais. Ok, très bien. Et ben, je vais demander aussi à Sydney, qu'as-tu pensé du film, Sydney ? C'est vrai que je suis assez d'accord avec William. En fait, le film, il est un peu... je trouve qu'on peut le décomposer en deux parties, en fait. La première, franchement, ça va. Genre, t'as un univers qui est instauré. C'est vrai que là, c'est, comme tu l'as dit, William, et ça fait un peu film de vampire, mais c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Du coup, c'était intéressant. Et ensuite, c'est parti dans un délire. C'était beaucoup trop long pour rien et ennuyeux. Et d'ailleurs, à un moment, pendant le film, je pense que c'était au bout d'1 heure, je me suis dit que le film... Il mettait en place plein de choses, mais en fait, il n'avait pas le temps de les développer. En fait, le film traînait à longueur pour rien, sur des éléments où on s'en fiche un peu, alors qu'il y a des éléments importants qui auraient dû être développés et qui l'ont pas été, par rapport aux personnages, leur histoire, même leur fonctionnement, entre guillemets, en tant que vampire, genre leur mode de vie, comment ils font, tout ça. Et je me suis dit, justement, pendant le film, en série, ça passerait bien. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'il y a une série. Justement. Mais qui reprend pas les mêmes personnages. Je crois même que c'est une série d'anthologie. Parce que d'ailleurs j'ai vu ça, mais tu l'as pas dit, mais ce film c'est une adaptation d'un livre du même nom de Whitley Strieber. D'accord, j'avais pas vu. Que je n'ai pas lu, donc je sais pas ce qui vaut, mais Ouais. Alors, pour ma part, je trouve que c'est pareil, le film est très ancré dans les années 80, je trouve quand même. Il devient fatigant très vite, comme vous le disiez, et en fait, étant grand fan de David Bowie aussi, je crois comme toi, William, d'ailleurs. Ouais, totalement. C'est vrai que moi, quand tu m'as dit ce film, j'ai fait « Waouh, trop bien, David Bowie !» Et du coup, quand j'ai vu David Bowie, spoil, par contre, mourir... De toute façon, on va être obligé de spoiler. Ouais, parce que là, ce twist du milieu est quand même assez important dans la construction de l'histoire. Et quand je l'ai vu mourir, j'ai fait « Ah, ok ». Et en fait, le film m'a jamais réaccroché. Ouais, c'est ça, ouais. C'est à partir de sa mort, enfin, de sa mort entre guillemets, que le film devient quand même... c'est un peu un supplice quand même à regarder. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a un petit problème de rythme sur le film. Maintenant, les thématiques dont parle le film m'ont plu, tu vois. Toute la question de la peur de la mort
chez une personne qui est censée être éternelle, Ouais. immortelle, je la trouve super intéressante. Mais le problème, c'est peut-être que justement, c'est trop en surface. C'est ce que disait Sydney, c'est que le film essaie de dire plein de choses, mais en fait, à la fin, il dit pas grand-chose. Bah, ce que j'ai lu aussi, c'était que Tony Scott, dans celui-ci, en fait, il avait passé beaucoup de temps à travailler l'histoire visuelle, mais que du coup, bah, une fois que c'était raconté, bah, il n'y avait plus de place pour l'histoire en elle-même, et ce qui fait que, bah, au bout d'un moment, on se dit, bah, c'est quoi l'histoire? Il n'y en a pas vraiment. Et je trouve que c'est quand même assez juste, cette critique, mais donc ça rejoint peut-être un peu ce que tu es en train de dire, Ah bah ou complètement. peut-être l'inverse. Bah en fait, Ouais. puis pareil, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est que j'ai l'impression que le film a quand même beaucoup de défauts dû au fait que c'est son premier film en fait. Mm. C'est que le mec, il essaie de faire un peu tout ce qu'il a envie de faire. Comme ce qui est quand même la patte d'un premier film, c'est vraiment mettre toutes ces thématiques dès son premier film, parce que tu te dis, ça se trouve que je vais jamais en réaliser d'autres. Et du coup, justement, moi je trouve que c'est trop travaillé visuellement pour le peu d'histoire qu'il y a. C'est mon gros problème avec le film en tout cas. Mais d'ailleurs, le film, quand il est sorti, la critique l'a pas très très bien accueilli, ce qui se comprend, hein, comme on l'a dit. Et bon, par contre, apparemment, maintenant, il a un statut de film culte. Ça, je l'ai découvert en faisant des recherches. Mais je trouve que c'est intéressant de savoir, parce que justement, le film qu'il a réalisé juste après, enfin 3 ans après, c'est Top Gun. Et le progrès, oui, Qui, effectivement. pour le coup, voilà, qui est peut-être un film que je vous proposerai À la sortie du dans 2 par exemple. enfin pour un podcast futur, mais ouais, mais je trouve que c'est intéressant de voir le changement entre les Prédateurs et Top Gun sortis Complètement. 3 ans après. Complètement. Et toi Charlie alors? T'en as pensé quoi du film? Non, moi c'est comme vous. Juste la première partie jusqu'à la mort de John, j'accroche. Ça me plaît à peu près. À part le début où c'est rock et Ouais. c'est du chanté où j'accroche pas du tout. Les 5 premières minutes du film, j'accroche pas du tout. Le côté scientifique, au début, je trouve ça pas mal parce que je sais pas trop où ça va m'emmener. Sauf que une fois que le gars va mourir, John va mourir, je trouve que le côté scientifique il est complètement délaissé. Et je trouve ça dommage parce que en fait la thématique de l'immortalité, elle aurait pu apporter pas mal d'éléments de réponse, et ça aurait pu pas mal aller chercher des éléments de réponse aussi bien chez les vampires que dans le côté scientifique. Et au final, le côté scientifique, on s'en fout complètement quoi. À part le début avec les singes et juste avant que John meure, Ouais. on n'en parle plus jamais. Et c'est complètement laissé à l'abandon. Et c'est dommage parce que du coup, il y a, c'est comme ce que vous avez dit, il y a plein de thèmes qui peuvent être abordés, qui peuvent être développés, et au final, c'est pas plus creusé que ça. Et puis c'est un peu, la fin, je la trouve un peu creuse quoi. Ça finit juste un film de vampire alors que ça commençait pas comme un film de vampire. Alors justement, ça m'arrange que tu parles de la fin parce que je voulais vous poser une question sur celle-ci. En fait, je voulais vous demander si la fin, donc juste après que le personnage de Catherine Deneuve meurt, donc quand on voit Susan Sarandon en fait en vie avec Catherine Deneuve dans le cercueil, si ce passage vous avez pas forcément choqué, mais si vous avez fait poser des questions, parce que Tony Scott, lui, il voulait arrêter le film juste après que Susan Sarandon se soit plantée avec l'espèce de petit poignard, et que Catherine Deneuve soit morte, enfin son personnage. Et c'est les producteurs qui ont voulu rajouter une petite scène où on les voit finalement en vie, parce qu'ils se sont dit, si le film fonctionne, peut-être qu'on pourra faire une suite. Voilà. Et le film n'a pas fonctionné. Voilà. Non, mais puis surtout, ça c'est le problème des producteurs. Hein. Vas-y, on va faire du pognon. Mais bon. Voilà, je voulais savoir si vous aviez trouvé qu'il y avait un peu un contresens dans le propos du film. Parce que ça parle aussi d'addiction. Et le fait qu'à la fin, elle préfère plutôt se suicider que d'être en vie avec le personnage de Catherine Deneuve et d'être toujours addict. Et en fin de compte, non, elle est toujours en vie. Ça peut être un peu contradictoire. Mais voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Non, c'est pas une thématique que j'ai réfléchi. Enfin, une fois que j'ai réfléchi, moi j'étais resté sur ma fin où il se passait rien d'un côté scientifique et je terminais. Est-ce que l'immortalité c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et j'ai aucune réponse. Donc j'ai quitté le film et j'étais en mode un peu choqué, enfin pas choqué, mais ouais, je suis resté sans Déçu. voix à la fin du film parce que j'avais pas les bonnes réponses quoi. Alors que pourtant dans des séries aujourd'hui comme dans The Undead, tout ça, c'est une thématique qui est pas mal apportée et il y a pas mal de réponses qui sont apportées, savoir si c'est bien, pas bien, qu'est-ce qu'en pensent les différentes personnes, les différents acteurs, les différents rôles. Et là, il y a absolument rien. Donc je suis en mode
J'ai pas forcément Puis réfléchi. cette deuxième partie de la fin, entre guillemets, ce deuxième twist sur le twist, je le trouve, bah, comme tu disais, pour moi il est un peu forcé juste pour dire ah ah, il y aura peut-être une suite. Et comme bah il y a pas de suite, bah ça sert vraiment à rien. Et du coup je me pose la question, je sais pas si tu auras la réponse. Est-ce qu'il y a eu une director's cut du Je crois film? pas, non. Enfin, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Et ils en parlent pas dans les D'accord, ok. journaux. Donc je pense pas. Ok, non, c'est juste une petite information. À un moment donné du film, t'as, je crois que c'est Susan Sarandon qui se fait attaquer par deux loupards. Je sais pas si vous voyez Oui. à peu près. Si, Et si. ben, un des deux, c'est Willem Dafoe. Ah oui, c'est vrai, Oui, j'avais oublié c'est vrai, oui. ça. Exact. Oui. Il est super jeune. Et c'est son tout premier rôle. D'accord. Vraiment, je suis allé regarder sur sa page et c'est son tout premier Ok. rôle en dehors du théâtre, je crois. Et Ah bah voilà. c'est bien ça. Ah bah oui. Et je me suis notifié un autre truc aussi pendant le film. C'est le deuxième Ouais. film que tu nous proposes, alors qu'on est rendu qu'au quatrième podcast, Mhm. quatrième épisode plutôt, que tu nous proposes avec Susan Sarandon. Est-ce que t'aimes bien cette actrice? Mais pas du... Enfin, je vais pas dire pas du tout. Mais non, je veux dire, c'est une grosse coïncidence parce que... honnêtement, je me souvenais presque pas qu'elle était dans le film. Moi, je me souvenais surtout de Deneuve et Bowie. Mais non, vraiment pas. Vraiment pas. Bah ouais, c'est dommage parce que je trouve que. Mais c'est une bonne actrice, hein. Ah oui, complètement. Oui, mais je veux dire, c'est le fait que j'ai proposé 2 films avec elle, c'est une coïncidence. Bon bah je crois que c'est bon pour les prédateurs. On va donc passer au prochain film qui est Yves. Yves a gagné l'Eurovision. Yves a triomphé à Cannes. Yves est l'homme de l'année. À ce détail près, Yves est un frigo. Bonjour, je m'appelle Yves. Après un Intelligent. passage remarqué à la quinzaine de Cannes, Yves et la deuxième réalisation de son cinéaste, Benoît Forjard, a fait un passage moins remarqué dans nos salles l'année dernière. Il nous narre l'histoire de Jérém, rappeur un peu nul, qui reçoit un nouveau frigo doté d'une intelligence artificielle qui s'appelle lui Yves. Ce film, c'est moi qui l'ai choisi, et si je l'ai choisi, c'est parce que j'adore ce film. Je le trouve complètement débile, ce qui est, pour le coup, rien que le synopsis, tu te dis, ok, ça va être con, mais ça va être drôle. Et ça l'est, mais je trouve que le film, en plus de ça, a une certaine intelligence au niveau des thématiques, au niveau de ce qu'il travaille dans son histoire. Et j'adore les acteurs, j'adore Doria Tillier, j'adore celui qui joue Jérém, William Legbill, qui jouait Slimane dans Soda, par exemple, qui était le seul acteur bon dans la série, d'ailleurs, je trouve. Mais voilà, c'est vrai que la réalisation a rien de vraiment remarquable et que tout l'humour, toute l'histoire, c'est ça qui vient donner l'intérêt du film. Mais voilà, je trouve ce film absolument génial. C'est pour moi, un des très bons films qui sont sortis l'année dernière. Et j'avais vraiment envie d'avoir votre avis sur le film qui est vraiment particulier, je pense. Et du coup, je vais lancer, j'espère, quelqu'un qui a aimé le film. Valentin, t'en as pensé quoi du film? Ah, c'était de la merde. Aïe! Non, c'est pas vrai. Merci. Non, en vrai, j'ai trouvé grave cool. Enfin, genre, ça passe bien et tout. Puis, oui, comme tu disais, les thématiques de tout ce qui est, voilà, intelligence artificielle qui prend le dessus sur les humains et tout, c'était intéressant aussi. Puis, voilà, aussi, le côté un peu comédie humoristique avec le frigo qui parle, tout ça, bon. J'ai trouvé ça vachement sympa et C'est original. vrai qu'au début, je pensais voir un film de merde, ce qu'Ewan me l'avait vendu Ah. comme ça. Non, mais non, j'adore ce film. Comment je te l'aurais vendu comme un film de merde? Non, mais je veux dire, tu pensais que j'allais détester le film. Oui, parce que oui, c'est vrai. Et en fait, non, ça va, franchement. Bon, le jeu d'acteur est pas incroyable, surtout à certains moments où lui, l'acteur principal, j'étais en mode, ok, super, ouais, malaise. Mais sinon, ouais, c'est ça, l'histoire est sympa. Le côté absurde avec le frigo, c'est cool. Puis comme tu disais, Valentin, il y a quand même des thématiques intéressantes avec l'intelligence artificielle et surtout le passage là où ils sont jugés. Parce qu'au niveau juridique, avec les droits de la musique, c'est vrai que c'est une vraie question. Hein. Ça risque d'arriver un jour, potentiellement. Si c'est une IA qui fait un travail important comme là, c'est de la musique. Du coup, au final, qui c'est qui a les droits en fait? Enfin, qui c'est qui va récupérer l'argent? On inscrit le nom de qui c'est la star, tout ça. Je trouve ça super intéressant. Puis même le concept d'amitié. Enfin, il y avait plein de petites choses comme ça qui étaient vraiment sympas dans le film. Non, en soi, le film, moi j'ai trouvé qu'il se regardait. Après, j'ai trouvé que l'humour était
pas top, quoi. C'était vraiment beauf et qu'il y avait vraiment du cul, mais pour rien. Bah non. Et oh si, enfin il y a trop de cul, il sert rien. Ouais, si. Et Le plan A3 à la fin, il y a Ouais, même le plan 3 au milieu, ouais, ça a rien. c'est gratuit, ça sert à rien. C'est ok à la fin, il fait des glaçons. Enfin bon bref. Non, mais le film est regardable. Hein. Après, c'est vrai que c'est pas mon type d'humour. Enfin, ouais, comme j'ai dit, je trouve que c'est vraiment trop beauf. C'est pas assez anglais. On pourrait dire ça. Après, s'il y a un passage que j'ai bien aimé, c'était qui joue aussi beaucoup sur des clichés, mais c'était avec justement le concert avec les différents IA d'autres qui viennent d'autres pays avec Ah oui. voilà les lave-linges métal qui viennent d'Allemagne. Enfin, ça c'est un passage que j'ai bien Ah, c'était aimé. excellent, ouais. Après c'est vrai que j'ai trouvé que le principe était intéressant, le principe du film, mais que la réflexion était enfin je sais pas, je l'ai pas trouvé forcément très abouti, ou alors allant forcément dans le même sens à chaque fois. Donc voilà, en vrai c'est un film que je conseille parce que c'est toujours intéressant à voir. Et puis bon, ça reste un film, hein, mais donc généralement quand il y a un film faut aller le voir, même si c'est nul. Mais voilà, sans plus. Il reste plus qu'une personne, je crois, qui s'est pas prononcé sur le film. Charlie, Ouais. t'es avec moi, nous je ou pas? Ouais, je vous rejoins, c'est un film sans prise de tête. Mais moi, je serais peut-être un peu plus sévère. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec le scénario. En fait, je me suis posé, je sais plus si c'était une demi-heure, 40 minutes. Et il y avait Jérém, il y avait So. Leur histoire d'amour fonctionnait à peu près. Le gars avait un frigo. Il avait pas besoin de continuer le film en fait. À partir d'un moment, il y avait plus rien qui poussait l'acteur à jouer. Il se passait plus rien du tout. Et pendant une dizaine de minutes, il se passait plus rien dans le film. Et j'étais vraiment en mode comment ça va continuer. Bah à la fin, je trouve que c'est le frigo, ça repart d'un côté, ça repart de l'autre. Mais l'acteur en soi, enfin Jérém là, il a rien à faire quoi. Dès le début, il a rien à faire. Et pendant tout le film, il y a rien qui va le pousser à agir. Même à la fin avec So, l'histoire d'amour elle marche pas, ça se passe mal. Et tout à la fin, ils font un plan 3, mais on sait pas est-ce que ça va se continuer, est-ce qu'ils sortent ensemble après, on n'en sait pas plus. C'est vrai qu'il a pas une super évolution quand même. Il commence avec un frigo, il finit. Même au milieu du film, quand il a plus le frigo, il a le frigo des deux autres, qui sont ensemble, mais tu sais pas pourquoi ils sont ensemble, parce qu'il y a rien qui leur ressemble aux deux autres. Je sais pas si tu vois de qui je parle, enfin, je sais plus leur nom. Oui, Philippe Catherine. comment Ouais. il s'appelle Donc, Philippe je trouve Catherine ça- et l'autre. Ouais, je trouve ça un peu dommage quoi. Mais sinon après c'est pas prise de tête, les blagues, ouais, les blagues beaufs ou un peu trop de cul, toujours pour rien quoi. En espérant que tu Mais, suces. ouais voilà quoi, sans plus. Je trouve que Jérém est pas mal fidèle à son personnage dans Soda quoi, c'est un peu. Ouais, c'est le. Il est là, il en fait pas trop quoi. Il fait la bonne blague au bon moment pour essayer de faire rire, mais c'est pas lui qui va. En fait, il va se faire agir quoi. Il va pas être acteur quoi. Enfin, il va pas être acteur de ses actes quoi. C'est toujours les autres qui vont le pousser à le faire agir. Bah oui, parce que le mec c'est un raté quand même, c'est un gros raté. Hein. Ouais, Ah mais bah ça, c'est un gros raté. Hein. Ouais, déjà il fait du rap, alors. C'est Wow. pas un jugement. Non mais non mais c'est vrai que ça c'est peut-être un facteur aussi qui a joué, c'est que moi j'aime pas du tout le rap. Bon alors après je dis pas que ce qu'il fait dans le film c'est du vrai rap, hein, parce que ce serait une insulte aux rappeurs, mais ouais il y a ça aussi. Alors, justement, ça a été travaillé pour que ce soit une sorte de, comment dire, de vision que les boomers auraient du rap. Dans le sens où... Ah ouais, ok. Ouais, dans le sens où vraiment, c'est toutes les thématiques un peu nulles, un peu clichés du rap, les paroles qui sont immondes, mais pour le stream, entre guillemets. Et en fait, l'un des paroliers, c'est un des potes de Mister V, par exemple, au niveau du rap, c'est Tortoise. Donc voilà. Moi je trouve ça dommage que le rap il soit pas plus mis en avant et qu'il n'y ait pas une comédie musicale, mais des moments où il y a des battles de rap ou des duos de rap entre Yves et Jérém en plein milieu du film à plusieurs endroits quoi. Parce que là, à part le début où quand je chante tout seul, ou même quand il devient rappeur, enfin il devient super connu et que ça se passe super bien pour lui, qu'il fait des pubs partout, ça fait vraiment l'évolution. En un plan, on passe de quelqu'un qui est suivi par deux personnes à quelqu'un qui est suivi par des millions de personnes, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien du tout, et je trouve ça vachement dérangeant quoi, parce que on sait pas s'il rappe bien, on sait pas trop, on a une chanson, donc je trouve ça dommage quoi. J'en aurais voulu plus en fait pour m'amener là quoi. Bah, pour le coup, je pense que l'idée, c'était aussi de dire que, entre guillemets, un algorithme de la réussite que Yves utiliserait pour que GRM
Ouais. passe à un niveau Ouais, dessus. mais dans ce cas-là, j'aurais préféré, tu vois, par exemple, au lieu d'avoir une séquence dans un bar où il y a de la glace partout, une séquence avec le patron du frigo qui montre, qui fait des tests sur l'algorithme, tu vois, qui démontre son intelligence, qui démontre tout ce qu'il sait faire. Parce que là, le frigo, au final, on sait pas ce qu'il sait faire, on sait pas comment il marche, on sait rien du tout. Et au final, des fois, bah, du coup, c'est pas bien pour l'écriture parce que du coup, on peut lui faire ce qu'on veut au frigo, quoi. Donc c'est. Mais on est un peu perdu, je trouve, à des endroits. C'est vrai que le film va vite. C'est vrai que ouais, faut ça, enfin, c'est un film assez rapide. J'avais une question pour vous parce que étant donné que je savais qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas forcément adoré le film, je me suis dit tiens, et si j'allais chercher des critiques du film sur internet, et je suis tombé sur un truc où j'aurais besoin de votre avis étant donné que j'avais fait cette critique sur un autre film qui était Le Masque d'Oro. Est-ce que Yves est sexiste? Bah, on en avait parlé un tout petit peu déjà avant. Ouais. Et c'est vrai que j'y ai pas repensé depuis, mais je dirais oui et non. Parce qu'effectivement, un des seuls personnages féminins du film tombe pas amoureuse, mais bon, elle va se taper un frigo, quoi. Donc voilà, ça, là, c'est pas hyper. Ouais. Il y a peut-être mieux. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah alors, en vrai, je me suis posé la question beaucoup parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, ouais, n'importe quoi et tout. Et en fait, bah, c'est pas que ça me paraît probable, c'est qu'il y a certaines choses, il y a certaines choses dans le film qui me font poser la question. Maintenant, c'est vrai que si tu prends le film ultra premier degré, je pense que tu vas te dire, wow, c'est bizarre. Parce que Yves est entre guillemets a plus de caractéristiques émotionnelles et même psychiques entre guillemets que la fille, que les deux filles d'ailleurs. Yves est beaucoup plus développé que les filles qui ont pour seul principe en fait d'être des objets de désir dans le film. Et même le personnage de So, voilà, quand elle parle, elle fait beaucoup plus, elle fait limite moins humaine que Yves. Elle a vraiment une façon de parler hyper, pas très. Je trouve que c'est presque un personnage secondaire, hein, d'ailleurs. Bah oui. Parce que je trouve que les personnages principaux sont quand même restent Jérém et Yves. Oui, c'est leur rivalité aux deux en fait. Parce que So c'est juste ouais, pour Jérém c'est la fille qu'il faut séduire, ce qui est assez facile à faire d'ailleurs, parce que elle la première fois qu'elle le voit, elle est presque à fond, elle est presque à moitié dans son lit, quoi, alors que bon. Ouais. Et en plus, c'est elle qui force. Ouais. Puis il a pas tout pour lui. Enfin ouais, mais à Yes. creuser peut-être. Et une dernière chose que je vous avais dit en off vite fait, mais juste, la musique de fin du podcast, c'est une musique du film Yves, parce que la musique du film Yves, autre que le rap, est excellente. Je trouve sa musique de Bertrand Burgula et j'écoute beaucoup de cette musique en général et je la trouve vraiment excellente en dehors même des raps genre Crabe, carrément rien à branler ou même c'est mon bro, c'est mon frigo. La musique du film est excellente, je l'ai dit 8 fois. Mais voilà, juste pour vous dire que la musique de fin du podcast, c'est celle de Yves. Donc allez voir Yves, juste pour la musique. Et bien, maintenant qu'on a terminé avec Yves, on va pouvoir passer à un grand film de 2017, Moonlight. Who is you, man? I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? Oscar du meilleur film 2017, Moonlight est le second film de Barry Jenkins après un premier film très peu vu venant du Mumblecore. Le film suit Chiron, jeune homosexuel noir, durant 3 temps de sa vie, l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Valentin, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi ça? Désolé. La photographie. Non mais en vrai, non mais de base en fait, je l'avais vu il y a peut-être, sûrement en 2017, je suppose. Et j'avais envie de le revoir, ne serait-ce que pour la photo. Et du coup, je l'ai revu il y a avant de le proposer. Et vraiment, j'ai trouvé vachement beau. Et même, en termes visuels, il y a aussi les costumes, bon, qui paraissent assez simples, mais ils sont utiles dans l'histoire, puisque vous allez avoir les costumes bleus, j'ai remarqué, donc de toutes les personnes qui vont être plutôt des opposants, et
voilà, les personnes plutôt adjuvants vont être plutôt de couleur voilà blanche ou plutôt neutre. Et au début, du coup, le personnage principal qui est Chiron, my bad. Et si je me souviens bien, doit être plus dans des couleurs rouges, voilà, quand il se fait un petit peu maltraiter par les autres personnes de son quartier. Et au fur et à mesure, il va avoir du bleu un petit peu sur lui, voilà, ce qui montre qu'il a grandi, qu'il a changé. Et voilà, donc au final, c'est pas forcément que pour les opposants. Non, juste, le bleu pour toi, c'est quelque chose de négatif ou de positif? Bah, en général, pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif, mais pour moi, dans le film, c'est plutôt, enfin, quelque chose de positif aussi, mais on peut voir que les opposants vont être en bleu à certains moments, donc on peut se poser la question. Parce que moi, je me suis noté ça, je me suis noté dans la photographie, quelque chose qui était vraiment fascinant dans le film, en général. Oui, elle est très présente. Et très présente, c'était le travail de la couleur et justement de la dichotomie entre le bleu et le rouge. Qui pour moi, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit le bleu, c'est le bien, et le rouge, c'est tout ce qui est négatif. Et il y a beaucoup de scènes où, par exemple, quand sa mère l'engueule, il va y avoir, elle va être donc en plein milieu de l'image, et tout ton cadre va être complètement ultra rouge, saturé, parce que bah, justement, elle est ultra négative pour lui. En fait, elle est mauvaise entre guillemets quoi. Elle est droguée, et du coup, elle lui nique un peu sa vie quoi. Et il y avait cette question-là qui était assez intéressante au niveau du travail de la couleur et le film, en fait, sur ce travail-là, ce qui m'avait assez surpris, moi, c'est que en le revoyant justement, tout est soit bleu, soit rouge. Il y a très peu de choses qui est blanche. Ouais, c'est vrai. Et le film est absolument fascinant pour ça. Oui, bah, carrément, je suis d'accord avec toi. C'est assez impressionnant. Mais du coup aussi, voilà, par rapport à la construction du film en 3 axes, qu'est-ce que vous avez pensé enfin peut-être que on pourra parler de ça plutôt à la fin, je sais pas, mais du fait que, enfin du 3e axe du film. Moi j'ai bien aimé l'espèce de temporalité un peu éclatée. Ouais. Au début ça me fait penser un peu à Barry Lyndon entre les étapes de la vie qu'on retrouvait. Sauf que j'ai eu un problème avec ça. Le problème que j'ai eu c'est que du coup Chiron, on n'avait pas de caractéristiques physiques qu'on retrouvait à chaque fois pour identifier le personnage. À chaque fois elle évoluait, mais je trouve qu'il évoluait pas d'une façon, mais pas ce qu'on puisse savoir que c'est lui au premier coup d'œil. Même si on par la dièse, on savait que c'était lui, il manquait par exemple, je sais pas, peut-être toujours cet habit de la même façon, ou par exemple, je sais pas, une chaînette, tu sais, que sa mère lui aurait donné, qu'il aurait gardé toute sa vie, chose comme ça, qu'on l'aurait retrouvé sur lui. Il manquait ce petit truc en plus pour savoir que c'était lui physiquement. Ouais, je suis d'accord, ouais, à chaque fois qu'on change enfin, on passe de l'axe 1 à l'axe 2 ou du 2 au 3, on a quand même un petit temps on comprend que c'est lui par la diégèse, comme tu disais, mais on peut toujours se poser la question un peu. Bah ouais, je suis d'accord. Et je trouve ça vachement dommage parce que du coup, on perd ce petit côté où, en regardant les détails qu'on voit dès le début ou en juste une séquence où il y aurait eu un élément en plus, bah il y a plein de questions qu'on se posait pas et on serait encore plus dans le film parce qu'on se poserait pas la question est-ce que c'est vraiment lui ou pas quoi. Après, ouais, je sais pas, parce que moi je trouve que justement le fait qu'il ait pas de signe distinctif, je trouve que ça c'est plutôt assez juste avec son personnage, vu que c'est pas quelqu'un qui, enfin, je trouve que c'est pas quelqu'un qui s'affirme vraiment, il s'accepte pas vraiment, et justement il s'efface assez. Donc le fait qu'il ait pas de signe distinctif, je me dis que c'est. Ouais, je suis d'accord. C'est aussi assez propre à sa personnalité. Et à la fin d'ailleurs, quand il a quand même un bandana, et ça il l'a repris à on va dire une des seules figures positives qu'il a eu dans sa vie, et qui est le dealer qu'il a accueilli un peu oui, qui a quand été il son était jeune, mentor, carrément. Non, c'est sur ce que tu dis, William, là, sur le fait que le personnage il s'accepte pas forcément. Je trouve ça vrai et intéressant, parce que c'est vrai que surtout dans les 2 premières parties, ça se voit physiquement qu'il est pas bien, quoi. Il est pas bien dans sa peau, il se fait full victime. Enfin, c'est pas ouf. Et puis à la 3e partie, au début, genre quand on le voit, on est choqué, on est genre waouh, oui d'accord. Puis le mec, tu vois un moment, il parle avec un autre personnage, on voit vraiment que ça y est, du temps a passé maintenant. Il a appris de ses erreurs, on va dire entre guillemets. Maintenant, c'est devenu quelqu'un, on va dire. Voilà, maintenant il dit lui aussi. Voilà, c'est quand même quelqu'un. Il se laisse plus faire. Et ce que je trouve intéressant, c'est dès qu'il reçoit l'appel là de son ami d'enfance, quand ils se retrouvent, c'est à partir de là, puis même après quand ils vont se revoir dans là où ils travaillent, tu vois l'acteur, et ça je trouve ça vraiment fascinant, comment il change d'un coup.
l'acteur adulte du coup du personnage. C'est genre au début il est vraiment en mode gangster, t'es genre qu'est-ce qu'il y a, puis ensuite dès qu'il voit on retrouve le jeu de l'acteur petit en fait, en mode effacé un peu, tu sais, genre un peu victime entre guillemets. Et je trouve ça vraiment pas mal quoi. Mais le film est très très bien, hein, parce que, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que globalement quand même il était assez léger. Enfin, je veux dire, il se regarde assez facilement. Il n'y a pas de gros moments de tension, mais qui traite quand même de sujets assez noirs, quoi. Enfin, l'overdose, enfin pas les overdoses, mais la drogue à outrance, les violences voilà, le harcèlement scolaire. Enfin, le film est assez dark quand même. Et puis en fait, et puis le personnage de Chiron, il est très attachant, je trouve. Oui, et le film est assez humain et assez réaliste aussi, je trouve. Sur les milieux le milieu représenté, je trouvais que c'était... Non, il est vraiment bien. Tout à fait. Et aussi, même les relations entre les personnages, je trouve qu'ils sont hyper intéressants. Entre lui et son mentor, son ami d'ailleurs, qui a beaucoup évolué aussi, qu'on voit à la fin, c'est super intéressant aussi, qui donne un message d'espoir aussi, hein, parce que ça veut dire que voilà, tu peux très bien devenir quelqu'un, être épanoui, alors que tu viens de nulle part. T'as fait forcément des bonnes choses, et je trouve ça vraiment comme tu dis, en fait le film traite de messages vraiment assez complexes, pas forcément gays, et il arrive à faire quelque chose de vraiment regardable, vraiment très facilement et appréciable. C'est vrai qu'on s'attache beaucoup au personnage, je trouve. Et puis j'ai aussi fait un peu une découverte dans ce film, c'est Naomi Harris, donc qui joue la mère de Chiron, parce que moi je l'avais vue que dans Skyfall et dans Spectre quand elle joue Eve Moneypenny. Donc c'est une actrice que je connaissais pas vraiment, parce qu'on va pas dire que Moneypenny c'est pas un grand rôle, mais j'ai trouvé que dans le film là elle jouait super bien et que justement c'était une actrice intéressante. Tous les acteurs du film sont intéressants, même. Oui, tous, ouais. Vraiment. D'ailleurs il y en a un qui a gagné un Oscar, alors j'ai plus son nom, c'est celui qui a joué dans Green Book. Mahershala Ali. Voilà, c'est ça. Il a un nom très chiant, mais ouais. Donc ouais, justement, moi je m'étais noté par rapport au jeu d'acteur que ce qui était incroyable en fait dans le film, c'est que tu comprends tout, mais juste avec des petits gestes, avec des petites mimiques en fait. Et même toutes leurs relations, et je trouve que c'est maîtrisé presque à la perfection pour moi. Et il y a autre chose qui est assez fascinant en fait dans le film. T'en parlais justement, William. C'était la thématique de l'effacement avec Chiron qui se cache en fait. Et ce qui est assez intéressant aussi, ce que je me suis noté, c'est que dans l'acte 2, donc quand il est adolescent, il reste caché et enfin il accepte entre guillemets sa sexualité avec Kev. Et tu reviens directement sur le fait qu'il a accepté sa sexualité. Et tu reviens dans l'acte 3 juste après, tu le revois, et en fait il a une carapace littérale qui est le fait qu'il a fait de la muscu, qu'il est à la salle et puis qu'il a pris 90 kilos de muscle. Et du coup, en fait, ça vient directement, je trouve, couper l'archétype du l'homosexuel. Il va être un peu frêle, il va être un peu refermé sur lui-même. Et du coup, le film vient justement, tu te dis pas, ah, ok, il s'est accepté. Tu te dis, oh putain, ok, il a essayé de se cacher en créant une vraie carapace. Et l'appel de Kev, en fait, ça va lui ramener l'acceptation qu'il avait eue durant son adolescence. Et c'est avec ça aussi qu'il va venir renouer avec son passé. Juste après l'appel de Kev, il va aller voir sa mère, il va aller, et puis après, il va retrouver justement son ami d'enfance qu'il aime toujours 20 ans plus tard, en fait. C'est vrai, c'est très juste. Et d'ailleurs, petite question pour vous. Parce que je suis vraiment d'accord sur vous, le film est vraiment très très bien, mais il m'a pas marqué. C'est-à-dire que là, je l'ai vu une fois, donc voilà, très bien, bonne expérience, un film à voir, je le conseille. Mais genre si j'avais pas vu, voilà, ça m'aurait rien fait de spécial. Je sais pas si vous voyez, si vous ressentez un peu la même chose. Si, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, juste avant d'en parler là, il y a des choses qui sont venues en tête, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, et je savais pas forcément dire pourquoi, et j'avais pas forcément de choses à dire. C'est vrai qu'il manque peut-être de moments très forts, ce qui pourrait nous marquer nos esprits, mais je trouve, oui, comment effectivement c'est un film à conseiller, mais qui va pas forcément rester en tête longtemps. Moi je pense que le moment qui va me rester le plus en tête, c'est le moment où il va apprendre à nager dans la mer. Je trouve que la caméra dans la mer, ce moment-là est magnifique.
Bah moi Ouais. c'était un des moments que je me souvenais de la première fois que je l'avais vu. Donc voilà, je suis Puis, d'accord avec toi. ce qui est amusant aussi dans cette séquence, c'est justement qu'il est littéralement baigné dans du bleu, quoi. Ouais. C'est un, c'est un moment qui est absolument magnifique à l'image et même dans sa vie, en fait. C'est ça qui est, c'est ça qui est fascinant. Et voilà. Bah, pour le coup, moi, le film va me marquer, mais pas forcément pour les mêmes raisons que vous. C'est-à-dire que moi, je l'avais vu il y a 3 ans à sa sortie et je l'avais détesté. Je m'étais fait chier, je m'étais ennuyé, j'avais trouvé ça nul. Et là, je l'ai revu et je me suis dit, putain, mais c'est vachement bien en fait. Du coup, c'était une vraie surprise pour moi et je me posais une question, est-ce qu'il y avait des films pour vous que vous n'avez pas aimé au premier regard, mais au deuxième visionnage, au troisième visionnage, vous avez entre guillemets appris à le dompter et vous avez appris à l'aimer ou même vous avez repris une vraie claque. Oui, alors effectivement, moi, c'était avec Skyfall en 2012. Il y a peut-être d'autres exemples, mais c'est le seul dont je me souvienne. Quand je l'avais vu la première fois, j'avais détesté, mais vraiment, alors que je suis un grand fan de James Bond. Mais puisque je l'avais vu en VF, je me suis dit, bon, bah, c'est con, quoi. En plus, je préfère regarder les films en VO, donc je vais retenter l'expérience, mais en VO. Et là, je me suis pris une claque et je m'en suis toujours pas remis, parce que ce film fait partie de mon. Ouais, je pense top 5 de mes films préférés. Donc, ouais, vraiment, rien que le fait de changer de VF à VO, ça m'a fait passer d'un film où je me suis fait chier et que j'ai détesté à un de mes films préférés. Et donc, je trouvais que c'était intéressant. Mais du coup, c'est pas le film en lui-même, c'est juste le doublage qui m'a posé Et problème. du coup, quand est-ce que tu nous proposes un James Bond pour le podcast, que tu nous fasses une introduction à cet univers? Bah, j'y pense depuis. Je me tâte presque à vous demander si pour la sortie en novembre, enfin on croise les doigts parce que ce sera peut-être repoussé une deuxième fois, si on pourrait pas faire un podcast spécial James Bond. Mais là faut se taper les 25, ça peut taper. Donc on en reparlera, mais voilà. Mais en tout cas j'en proposerai un bientôt, oui. Parce c'est une franchise, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Oh là, ok. Moi, je suis chaud, hein. C'est ce que je voulais entendre. Je me suis noté une dernière petite chose qui était une critique du sacré journal, du plus grand journal de tous les temps, les Cahiers du cinéma, qui n'ont pas aimé le film. C'est ce qui est une surprise pour moi aussi. Ils ont dit, je cite, le film n'est pas déplaisant, mais il a beau faire les yeux doux et désigner du doigt sa sobriété, on voit trop la superficialité de la mise en scène et de l'image. Donc, pour eux, c'est un film forcé, quoi. C'est un film quoi? Vous en Français? pensez quoi de ça? Forcé. Ah, ok. Bah, non, forcé. Je comprends. Non, franchement, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Après, je comprends un peu parce qu'effectivement, il y a peut-être l'homosexualité, c'est vrai qu'on la ressent pas forcément dans le film. Enfin, on la ressent, mais c'est pas, on n'a pas l'impression que c'est le thème principal. Après, c'est peut-être une bonne chose aussi parce que justement, de montrer que ça nous définit en tant que personne, mais c'est pas le plus important dans une vie. Enfin, je sais pas, je m'égare peut-être. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, je suis à peu près d'accord avec toi. Ils en parlent, mais je pense qu'en fait, ils mettent comme quelque chose de banal qui est ancré et il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc, moi, je trouve ça bien. Ils en font pas un film sur ce thème-là, mais ils l'incluent comme si c'était acquis pour tout le monde, quoi. Il y avait Ouais. aucun sujet à débattre et en vrai, je trouve ça assez bien, du coup, là, dans la manière dont il l'amène. Et justement, c'est bien, ouais, ça change. Ou des films où justement c'est vraiment que ça et où aussi hyper classique parce que tout le monde fait comme ça. Là, justement, c'est comme tu dis, en fait, c'est ancré. C'est bon, voilà, il l'aime et c'est bon, il est pas que ça, quoi. C'est un humain, quoi. Il a d'autres. Voilà, il est pas défini qu'en homosexuel, quoi. Il est beaucoup plus complexe. Je trouve que ça pose plus le regard sur les autres qui n'arrivent pas à accepter cette chose-là plutôt que le sens inverse, quoi. La personne qui est homosexuelle et qui se dit c'est pas bien, je suis homosexuel. Enfin, on le ressent aussi un peu parce que c'est l'origine du gène de ce personnage, mais je trouve que ouais, c'est traité assez finement et peut-être plus intelligemment que certains films, ouais, comme tu dis. Bah, je suis complètement d'accord. Pour moi, le film n'est pas superficiel, il est justement assez subtil là-dessus. On termine avec Moonlight et on passe à un film classique
des années 70, car bien sûr, on va parler de Zabriskie Point. Part entière du Nouvel Hollywood, Zabriskie Point est l'œuvre d'un grand cinéaste, Michelangelo Antonioni. Il suit un jeune révolutionnaire, Marc, qui était en quête de liberté durant les manifestations de 68-69. Charlie, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi ça? Moi, je te dis parce que je vais découvrir du coup Michelangelo Antonioni et en regardant tous ces films, bah, c'était l'affiche du film qui m'a le plus plu dans tous ces films. Du coup, je me suis dit, j'ai regardé celui-là. Et du coup, t'en as pensé quoi? Pas déçu du tout, assez heureux même de l'avoir découvert. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas aimé. Je pense que le premier sujet que j'ai aimé, c'est ce qui m'a fait le plus aimer le film déjà, c'est le regard qu'un occidental, enfin qu'un réalisateur occidental a aux États-Unis. Surtout produit, enfin je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film produit par des studios américains et j'ai bien aimé le regard avec tout ce qu'il y a, les banderoles et les pubs un peu partout et comment elle arrive à faire passer son message aussi par la bouche des étudiants et les dialogues que les étudiants ont entre eux par rapport à l'État américain. Il y a pas mal de trucs que j'ai bien aimé comme ça sur le regard et comment elle a réussi à donner son avis dans un film. Un peu à la façon de... J'en peux plus là, mais un peu à la façon de Charlie Chaplin quand il dénonce. Bah là, je trouve que c'est... On retrouve un peu le même principe où il va faire passer par ses acteurs, c'est pas lui qui joue acteur, mais par ses acteurs, par ses dialogues, par son scénario, un peu le côté comment il va Pour ma dire. part, j'ai beaucoup aimé le film, mais je vais laisser avant quelqu'un qui a un peu moins aimé le film. Sydney, t'en as pensé quoi? T'as moins aimé que nous? Ouais, j'ai moins aimé. J'ai pas détesté, mais pour moi, ouais, le film est pas, il est pas non plus exceptionnel. Je vais expliquer pourquoi. En fait, le film, il est bien. Il a des propos vraiment intéressants sur plusieurs aspects, comme tu disais là au début, avec tous les jeunes, les Américains, les étudiants là, leur mini débat entre guillemets là sur comment ils vont faire là. Enfin, c'était hyper intéressant. Et même dans le film justement, cette soif de liberté là des deux étudiants. Après, en fait, limite, je trouve que les propos du film sont intéressants, mais le film en lui-même, je l'ai pas trouvé exceptionnel du tout, en fait. C'est assez bizarre. Ouais, le film, en fait, à part ça, je trouve pas exceptionnel, vraiment. Et vous, vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que c'est compliqué? En fait, Ouais, non. j'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi. En fait. Moi, je te rejoins là-dessus, Sydney, c'est que ouais, alors j'ai ni aimé ni pas aimé le film en fait. J'ai trouvé qu'il y avait que la photo était belle, il y a des plans qui sont magnifiques. Après, j'ai trouvé que j'ai trouvé le film quand même un peu assez chiant et un peu vide et qu'il avait un scénario un peu improbable par moment. Et puis j'ai eu quelques problèmes avec le son. Parfois il y avait des post-synchro qui étaient dégueulasses. Alors les labiales elles sont bien respectées, mais je sais pas, le mixage est pas bon. Alors je sais que toi j'en avais parlé un tout petit peu avec Ewen et Ouais. ça l'avait pas choqué. Alors je sais pas, moi ça m'a sauté aux yeux, enfin aux oreilles plutôt. Après, c'est peut-être aussi au niveau de l'intensité du jeu qui a à la post-synchro. Bah, non mais c'est ça, et puis même il y a toute l'ambiance sonore en fait qui est en fait c'est presque comme si le passage où il fallait faire de la post-synchro, ils avaient coupé toute la bande sonore, ils avaient juste mis le dialogue sans bruit d'ambiance, sans rien, ce qui fait que, enfin je sais pas, moi ça m'avait frappé. Alors tu me disais aussi que c'était un film culte, parce que j'ai regardé aussi, j'ai vu que ça a quand même été un gros flop aux États-Unis. Bah, ça a d'ailleurs été le seul film d'Antonioni là-bas. Mais Bah oui, c'est un film après, plutôt ouais. culte. Pas forcément. Bah, il y a plein de films qui ont raté leur début comme ça. Ah oui, Dont le film dont on va parler juste après. oui, bah tous les Kubrick de toute façon, hein, Oui, voilà. principalement. Mais ouais. Mais pourtant, le film a une certaine dimension justement culte, dans le sens où ça fait partie de ces films qui viennent vraiment capter comment dire, Une époque. un temps, une époque, voilà.
cette époque-là, et en plus, comme c'est un assez grand réal qui faisait partie de la nouvelle vague italienne, le film a un rang de film assez culte, ouais. Du coup, je vais lancer Valentin. T'en as pensé quoi du film? Puis, moi je l'ai trouvé, on va dire j'ai pas trop réussi à rentrer dedans et alors c'est peut-être dû au fait que je le regardais en 360p quoi, parce que je l'ai pas trouvé Ah oui. Pas joué, ouais. je l'ai regardé en streaming quoi. Copie, ouais, ça peut. Mais ouais, enfin après je peux comprendre qu'il est culte, voilà, ça montre un petit peu voilà les années 70 tout ça. Mais ouais, j'ai pas trop réussi à rentrer dedans quoi. Du coup, si je prends les deux extrêmes du film, enfin le début et la fin, vous en avez pensé, enfin le début vous avez pensé quoi? Des plans super zoomés avec des mouvements de caméra assez saccadés. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que parce que je me suis interrogé et j'arrivais pas à savoir si c'était plus pour amuser parce que c'était un débat et on n'entendait pas trop, donc c'était plus pour nous faire passer à côté du débat et faire le truc, ou alors c'était juste pour nous donner envie de vomir et nous montrer un peu que construire une révolution, ça servait peut-être un peu à rien, ou ça servait à rien de parler, il fallait plus aller aux actes, choses comme ça. Vous en avez pensé quoi? Je dirais peut-être plus la deuxième option, parce que je pense pas que ces mouvements de caméra avaient, enfin je pense, hein, c'est que mon avis, mais je pense pas qu'ils avaient un but comique. Surtout, là c'était des débats quand même assez importants, bon, même si t'as deux petites pointes d'humour, on va dire, par-ci par-là. Mais ouais, je pense que c'était plus peut-être justement pour nous mettre dans l'ambiance, genre tu sais, c'est la révolution un peu qui se prépare, genre et rien ne va entre guillemets, tu vois. C'est faut que ça bouge, tu vois, genre les mouvements et tout. Je pense que c'était, enfin moi je le vois plus comme ça. C'est ce que je voyais aussi, mais j'ai vu en me baladant un peu qu'il y en a qui pensaient que c'était juste pour nous amuser, et puis j'étais en mode Non. ouais, je suis pas trop d'accord avec ça, j'étais plus comme tu disais sur la deuxième option. Mais je pense que non, c'était pas fait pour faire rire. Non, puis ce aurait pas sa place dans le film. Enfin, Ça n'a pas de sens en fait si c'est ça, c'est débile. Bah c'est ça, oui, non, Ah oui, non. c'est ça, ouais. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Alors, le film avait tout pour me plaire. C'est-à-dire que le cinéaste, c'est un cinéaste qui me plaît en général. La période, j'adore cette période, je trouve ça super fascinant. Et surtout, peut-être, la musique qui est faite par un de mes groupes préférés, un des meilleurs groupes pour moi de rock de tous les temps, Pink Floyd. Et même la BO en général est absolument fabuleuse. Et du coup, le film réussit vraiment, je trouve, à capter une époque, à retranscrire d'une manière assez simple, en fait, assez comment dire, ludique, un moment qui a été assez important dans l'histoire de ces dernières années. Et du coup, pour moi, Zabriskie Point, ouais, c'est un excellent film pour moi. Voilà. Moi j'ai deux anecdotes si vous voulez sur le destin des acteurs, je sais pas si vous avez un peu cherché ce qui s'est Alors, passé après. il a une histoire incroyable. Si, lui, il est... Ouais, j'ai vu que lui était mort. Non, mais il est mort parce que... il est tombé un peu dans la délinquance et il a fait partie d'une secte, mais... Ouais, il a fait partie d'une secte. Et il en faisait déjà partie avant le début du film. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Par contre, elle, non, j'ai pas... Ou alors j'ai lu, mais je m'en souviens pas. La fille, elle a fait genre un film avant, un film après, elle a abandonné le cinéma, et puis après elle a fondé un institut d'art-thérapie avec sa mère, je crois, et son mari, je sais plus trop. À noter quand même qu'elle s'est mariée avec un acteur et réalisateur qui s'appelait Dennis Hopper, je sais pas si vous voyez qui c'est. Non, apparemment non, c'est pas grave, c'est un grand acteur et grand réalisateur qui a aussi fait partie du début du Nouvel Hollywood, vu qu'il a réalisé un des films les plus importants de cette époque qui est Easy Rider. Mais du coup voilà, c'était juste une petite anecdote pareil par rapport à l'actrice qui a vécu 6 ans, a eu un enfant et... Du coup, mon anecdote, c'est très simple, c'est que je me suis rendu compte que je suis allé à Zabriskie Point il y a quelques années, et je ne le savais pas du tout. Et en regardant le film, je vois les paysages super beaux et tout, la photo est pas mal, comme dirait Valentin. Et à un moment, je vois justement quand il commence à se rouler là par terre, en train de faire des choses pas très catholiques. C'est là où je me suis dit, attends, c'est marrant, je reconnais cet endroit. Et en fait, oui. Je fais, ah ok, sympa. J'ai été dans ces endroits où les gens ont fait ça, très bien. C'est cool. T'as peut-être même marché là où ils ont... Je me suis roulé même là, au même endroit. C'est pareil que en fait. Savoir ça. Justement, t'as parlé de la photo, Sidney. Monsieur Photo, vous en avez pensé quoi? Moi j'ai regardé le film en 360p. Ah merde, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Et les pixels étaient beaux? Ça t'a rappelé des bons souvenirs sur Minecraft? Ouais, de ouf. Et bien après avoir parlé de Zabriskie Point pendant un petit instant, on va arriver au point culminant
du podcast, Ah. puisque l'on parle d'un des plus grands classiques du cinéma, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et c'est le deuxième Kubrick dont on parle, puisque 2001 l'Odyssée de l'espace et Barry Lyndon sont du même réalisateur, bien entendu, Stanley Kubrick. 2001 ayant aussi révolutionné le genre de la science-fiction, qui est passé du carton-pâte comme Planète Interdite ou Le jour où la Terre s'arrêta, à quelque chose de beaucoup plus réaliste, comme l'est 2001. C'est une grande fresque sur l'humanité, de son aube à sa consécration. Cependant, on a quelqu'un qui n'a pas aimé le film, et qui nous l'a pourtant proposé, Sydney. Es-tu prêt à déconstruire un mythe ? Oh oui, j'attends que ça depuis le début. Non, mais en fait, justement, pourquoi j'ai proposé ? Je l'ai proposé parce que je devais le voir cette année pour un projet d'école. Et effectivement, une fois que je l'ai vu, je me suis dit effectivement, il y a un gros problème, selon moi, parce que je sais que certains d'entre vous ne l'ont pas, peut-être même tout le monde, je ne sais pas encore. Car, comme tu l'as dit, oui, 2001, l'Odyssée de l'espace a révolutionné le cinéma, particulièrement de science-fiction. Particulièrement au niveau technique, c'est vrai que le film est un pilier à ce niveau-là, mais aussi dans les thèmes abordés. Je commence par le point positif, hein. Comme ça après je vais bien déconstruire. Vas-y, t'inquiète. Ouais, donc au niveau de la narration, c'est pas mal. Comme tu as dit, en fait, ça montre en fait l'évolution de l'humanité sur bien des aspects, surtout à la fin avec l'intelligence artificielle, qui on retrouve ça, comme quoi tout est lié avec Yves. C'est très intéressant. Les musiques aussi sont vraiment pas mal. Et au niveau montage, ouais, aussi, Kubrick a vraiment, avec ce film, a montré rien qu'avec le montage, on pouvait faire des choses absolument magnifiques. Voilà, maintenant, ça Est-ce c'est qu'on dit. peut dire que Yves est le 2001 de l'année dernière ? Bah, en fait, 2001 français. ouais, sauf qu'il y en a un qui est un peu mieux que l'autre film. Alors, mais, pour moi, je te dis pas. On se demande. Donc, en fait, en gros, objectivement, 2001, oui, c'est un très bon film. Je comprends qu'il soit culte, on va dire. Je comprends qu'il ait révolutionné son époque, tout ça. Je le comprends totalement, je l'ai en tête. C'est bon, on va passer à la suite. Néanmoins, pour moi, et après ça c'est personnel et on va en discuter après, j'espère, un film, même si il a vraiment tout, même si ce qu'il raconte est intéressant, si tous ses propos et tout fonctionne, si le film est chiant à en crever, pour moi c'est de la merde en fait. Voilà, pour l'anecdote, le film il fait 2h30. Il y a pas longtemps, je me suis dit bon je vais le revoir pour aujourd'hui. J'ai regardé 1 heure, je me suis endormi. C'est si vraiment. Puis ensuite j'ai dû retrouver le moment où je me suis endormi. Mais le film c'est incroyable. J'ai rarement vu des films aussi chiants et longs. C'est abusé. Je vais peut-être vous laisser parler. Non, vas-y, t'inquiète. Qu'on déconstruise tout ce que tu vas dire après, donc vas-y. Très bien. Je sais pas si on va déconstruire ce qu'il est en train de dire, parce que en fait, si je comprends bien, ton gros problème avec le film, c'est qu'il est lent. Oui, mais après ça c'est les goûts de chacun. Hein. Oui. Bien sûr, mais je veux dire, il y a pas que ça. Ça c'est le gros, on va dire. Okay, pour moi, ouais. c'est le gros problème. Bon après, il y a juste de petites piques, on va dire, que j'ai pas forcément apprécié. Genre par exemple pour le jeu des acteurs, surtout pour la deuxième acte, on va dire. C'était vraiment pas ouf. Quand tu parles de deuxième acte, tu parles du deuxième sur les 4 ? En gros, c'est le moment où le personnage, j'ai oublié le nom, il arrive sur le vaisseau. Je crois que c'est celui qui. Le professeur. Ouais, avec les personnes assises sur des sur Ok, deux. avec les Russes avec les... Ouais, voilà, okay. c'est ça, avec les Russes. Oui, donc 2 sur 4, ouais. Voilà, c'est ça. Et les acteurs, j'étais en mode, ça c'est chaud. Puis ensuite, un peu plus tard, quand lui il parle à sa fille, il me semble, quand il fait une sorte de Skype là, la fille, la petite fille, bon, certes elle est très jeune, mais c'est catastrophique. C'est quand j'ai vu ça, je voyais vraiment. C'est une des filles de Kubrick. Ben je sais, mais justement, pourquoi pas, il peut faire ça, mais si elle a pas de talent, elle a pas de talent. C'est un effort. Si tu veux des conseils, non mais,
Franchement, la fille, j'étais en mode, mais waouh, tout ce qu'elle disait, c'était, on sentait vraiment, il y avait juste un mec juste avant, justement lui, qui lui disait, alors, tu dis ça, ok? Et vraiment, juste à répéter. Il y avait aucune interaction avec son père, on va dire, dans l'univers. Enfin, c'était horrible. Donc au niveau des acteurs, c'est un peu ça. Et oui, la fin. La fin aussi, élément très important du film. À partir du moment, donc la fin, pour situer, c'est après qu'il ait débranché Hal. Encore une fois, c'était intéressant, hein, les propos avec Hal, le fait qu'il soit super intelligent, que ses machines sont réputées pour être infaillibles, parfaites, comme il le dit. Mais il en a décidé autrement, enfin il a fait son propre choix, on va dire, et des choses pas très... D'ailleurs, c'est assez marrant, quand il va pour le débrancher, puis Hal, pour essayer de s'en sortir, il lui dit « Oui, je sais que j'ai fait quelques erreurs », alors qu'il a juste buté plein de personnes, mais bon, d'où un mec qui a vraiment agonisé dans l'espace, mais bon. Je trouvais ça assez marrant. Il est juste en mode « Ouais, j'ai fait des choses pas très gentilles, mais s'il te plaît, je suis sympa ». Mais ouais, pour revenir sur la fin, donc après ce passage... Le moment où le personnage a une sorte de trip dans l'espace. Après, c'est beau. C'est génial. C'est très beau dans l'espace. Il y a toutes les couleurs et tout. Ouais, c'est sympa. Et c'est long un peu quand même, encore une fois. Et ensuite, il y a la scène après, là, où dans le bâtiment, là, je sais pas où c'est du tout, avec son sorte de lui, soit vieux, où c'est très très bizarre. Puis à la fin, il finit littéralement en fœtus, il est dans l'espace. Alors, j'avoue qu'après avoir vu ça, je me suis dit, waouh! Est-ce que t'as une interprétation de tout ça, du coup? Je dirais bêtement le cycle de la vie. Voilà. Ok. Genre il vieillissait, puis il a fini en énorme fœtus dans une sphère. Et voilà, peut-être sur une autre planète, je sais pas, peut-être une histoire limite de colonisation. On peut interpréter plein de trucs, je pense. Mais encore une fois, le film, certes, on peut interpréter des choses intéressantes. Il dit des choses intéressantes. Mais vu comment c'est fait... Enfin, je trouve, c'est mon avis, hein, mais si c'est pas plaisant, encore une fois, comme t'as dit William aussi, c'est au goût de chacun. C'est vraiment le fait qu'un film soit chiant, c'est personnel, parce que le film est long, ça, personne peut dire le contraire. Après, est-ce que vous l'avez trouvé long et c'est tout à fait légitime, ou long et chiant comme moi? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça vous a dérangé, en fait, cette longueur? Alors, pour ma part, non. Bah, toi, oui, je sais. Moi, non. Alors si, en fait, j'ai beaucoup apprécié les 3 premières parties, et effectivement c'est la dernière qui m'a posé un peu plus problème, parce qu'elle est, je pense que c'est celle qui est peut-être la plus compliquée à comprendre. Après, je me suis pas non plus ennuyé dans cette partie-là, donc globalement non, je sais plus, il fait combien de temps il dure? 20 minutes. C'est plus de 2 heures, comment? De quoi, le film ou la séquence de fin? Le film. Ah, le film 2h30, je crois. Ouais, c'est ça. Les 2h30, je trouve qu'elles passent quand même assez rapidement. Après, c'est vrai que les films de Kubrick sont en général ils prennent bien leur temps, donc... Ah, mais là, c'est même pas prendre son temps, là, c'est le mec qui s'est arrêté, quoi, c'est incroyable. Donc j'imagine que t'as préféré Barry Lyndon. Ah bah, la question ne se pose pas. Il fait 2h44 le film. Ah, pardon, excuse-moi, c'est vrai que c'est mieux maintenant. Mais d'ailleurs, justement, le film, à sa sortie, de mémoire, au niveau du public, c'était pas incroyable. Ah non, il a fait un flop. Non, mais c'est comme tous les films de Kubrick. Hein. Je comprends tout à fait. Flop à la sortie et film culte quelques années après. Ah oui, j'ai oublié un élément mais hyper en important. parlant du film, moi j'ai bien envie de vous proposer Napoléon d'Abel Gans, qui est sorti en 1927 et qui est un film muet et qui fait 5h30. Je te déteste. Mais Oula. Oui, bah oui. Oh, non, je l'ai non. pas vu, mais apparemment ouais. c'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est comme Bénin, non merci. Mais on William en parlera plus tard. Ouais. Mais Parce que voilà. ce même cinéaste a fait La Roue qui dure 7 heures. Ouais, enfin. Donc tu proposes Napoléon, je te propose La Roue. William, si tu ne pas, t'inquiète pas, je vais Si vous proposez Allez les vous deux calmer sur la longueur pour de la film. même semaine. Oh, putain, insupportable. Ensuite, soirée à Belgance, 12 heures à suivre pour 2 films. Et justement, je voudrais, pour la longueur, il y a une scène hyper importante pour moi dans ce film, c'est tout simplement le début. C'est-à-dire qu'au début du film, qui dure plus de 2h40, il y a juste 3 minutes où tu as une ambiance sonore, les 3 premières minutes en plus, hein, et il n'y a rien. C'est juste, il y a un écran noir, il y a un fond sonore pendant 3 minutes, dès le début. Et du coup, j'étais là en mode, ok, ça commence très très bien. Et j'ai été déçu par la suite, hein, comme l'avait annoncé le début. Quelque part, c'est ça qui est bien, c'est que dès le début, on te dit ça va être chiant, et ça l'était.
Donc, au moins à ce niveau-là, moi, j'ai Et trouvé il y ça a justifié. aucun passage qui t'a Franchement, happé? en fait, AP, franchement, non. Hein. Il y a des bons passages, hein. Mais non, AP, non, clairement pas. En fait, pour moi, c'est personnel, encore une fois, hein, le rapport avec les films. À partir de quand on considère qu'ils sont chiants, personnellement, mais en fait, comme je disais, en fait, c'est un film peut avoir tout. Si le film est chiant, pour moi, ce sera de la merde, en fait. Enfin, si un film n'est pas regardable, ça dépend de chacun, encore une fois, mais si un film n'est pas regardable, genre pour moi, c'est littéralement une torture de le voir. Hein. Je rigole même pas. Oui, ben c'est normal, hein. Enfin, on est tous comme ça. Hein. Moi, j'avais eu le même souci avec ma vie avec John F. Donovan, c'est pareil. Hein. Que je c'était un vais supplice. proposer un jour. Ouais, je sais, mais pour moi, c'est pareil. J'ai trouvé que c'était très très long et c'était un supplice. Donc, je comprends ton problème sur ça. Hein. C'est vrai. Enfin, ça m'étonnerait que tu trouves une personne qui un jour te dise ah, moi j'aime bien les films où je me fais vraiment chier. C'est moi, ma en fait, cam. tu rigoles, mais c'est un peu ce que je ressens avec vous là, où vous êtes en train de dire ouais, 2001, je me suis pas fait chier. En vrai, je ressens un peu ça. Mais, non, ok. mais Oui, mais on c'est s'est pas fait différent. chier. Justement, Il y a c'est une ça. différence entre un film lent et un film où tu te fais chier. Moi, je me suis pas fait chier, par exemple. William, Oui, tu c'est t'es ça, fait c'est chier. ça que je dis. C'est que vous avez pas fait chier dans le film. Ok. Valentin, tu t'es fait chier? Un peu quand même. Ah bah on n'a pas ton avis. On n'a pas encore eu ton Et- avis. non, Alors, Et Valentin, pourtant, non, qu'est-ce que mais- tu penses de la photo? Mais j'ai trouvé qu'il y a des plans dans l'espace qui étaient vraiment incroyables, qui étaient très lents, toujours comme le film, mais qui m'ont vraiment bluffé. le plan où, je pense où son que- pote il meurt, où il est en train d'agoniser dans l'espace, je le trouve absolument terrifiant et je le trouve absolument magnifique, par exemple. Niveau de la photo, je Ouais, le de toute trouve façon, génial. la photo sur ce film est, enfin, c'est monstrueux, c'est génial. Je sais pas qui était le directeur photo, mais. C'est moi. Ah bah, Ah, d'accord, ok. franchement. Bah bravo. Ah, merci les gars. Attendez, je regarde. Bah, Geoffrey Unsworth. Bon, je sais pas qui c'est, mais. Ouais. Voilà. Mais oh, t'es méchant. C'était méchant. Ouais, parce Non, que puis il vraiment, y a des prouesses techniques. Enfin, la façon La dont il centrifugeuse. représente la gravité, c'est génial. Surtout que le film est sorti un an avant que quelqu'un ait marché sur la Lune. bah, personne n'a marché sur la Lune, c'est Kubrick. Oui, c'est vrai en plus. Effectivement. La légende raconte que la NASA a demandé à Kubrick s'il pouvait filmer ça, mais que Kubrick était tellement chiant qu'ils ont dit non, bah on va vraiment aller sur la Lune, j'en ai marre de ce type. Mais comme forcément c'était pas possible, comme la Terre est plate. Ah merde, putain, c'est vrai. Oh. Quoi, Bref. la Terre est plate? Ouais, ouais. c'est les reptiliens qui me l'ont dit. Ah mince, je savais pas. Ah ouais, C'est bah les- tu remarques pas, regarde quand tu marches, mets-toi debout. Bah voilà. La Terre est plate. Tu vois la preuve? Et vous avez pensé quoi de la musique dans le film? Adoré. Redondante. Bande sonore incroyable. Ah ouais, Trois fois. on est d'accord. Elle est. En fait- Et on commence avec les hurlements de singes, on finit avec les battements de cœur, les bruits artificiels, en passant par des musiques de film mais un peu expérimentales, c'était juste fou. Et le mec Ouais. asthmatique avec sa respiration, mais oui. À la fin, le mec il faisait que respirer. Il avait le Covid, c'est normal. Ah d'accord. Ah bah oui. En fait, Lequel? pour la bande sonore, en fait, genre les plans dans l'espace avec la musique, oui c'est beau, mais j'avoue que quand j'ai regardé ça, j'étais en mode ouais bah si tu veux écouter cette musique, bah va à l'opéra en fait. Mais j'avoue que c'est. Non, puis elle a quand même un sens cette musique hein, dans Ah, j'ai pas le contraire. dans le film. Je dis pas le contraire. Et c'était très beau. oui. Mais. J'avais Aïe, aïe, lu aïe. quelque chose à ce sujet. Non, mais- Enfin, les 3 premières notes c'est do sol do et que c'est un motif particulier en musique qui. Mais Je crois que c'est un truc un peu comme ça. Mais c'est ça mec. T'étais là sur la musique. très bien, Charlie. C'est magnifique. Je préfère écouter 2h42 ça que le film, revoir le film. Ah, c'est Littéralement. digne de Richard Strauss. J'ai envie là. d'écouter 2h40 de Charlie qui fait de la flûte. Hein. Ah bah sans problème. Est-ce que tu pourrais pas redoubler, Charlie, toutes les musiques? Tu me jures, ça va sortir. Hein. Non mais moi pour le coup la musique à un moment donné elle a commencé à sérieusement me pomper l'air quoi comme Ah ouais personne dit ça. Bah à un moment donné ouais j'ai fait une overdose de musique à un moment donné j'en pouvais plus quoi. Autant la musique tu vois du Monolith je la trouve géniale parce qu'elle est vraiment particulière, elle fait vraiment peur entre guillemets quoi. Elle te met vraiment dans le stress. D'autant t'as des moments où la musique je la trouvais trop quoi. Et on sentait que le mec s'est dit je vais pas pouvoir faire de silence en Il y en a dehors un de l'espace. Ouais, il y en a Oui un mais qui en est dehors de silence. l'espace.
Il y en a peu en dehors de l'espace. Et du coup, il a mis de la musique un peu pour combler les trous, quoi. J'avais cette impression-là. Même si pour toi, Ciné, combler les trous, c'est tout le film qui comble un trou. Mais... Ah bah oui, totalement. Hein, c'est... Ce que je trouve génial avec aussi quelques constructions de décors, c'est qu'ils n'avaient pas forcément besoin de projecteurs additionnels. Parce qu'en fait, par exemple, quand on prend la séquence dans le... Alors, la séquence dans la séquence dans l'hôtel. À la fin. La chambre d'hôtel, enfin c'est pas vraiment un hôtel, mais Oui, voilà, la chambre à la fin. Dans les Le seul dimensions. tout l'éclairage en fait, c'est le sol qui était illuminé, donc avec plein de projecteurs. Il me semble que c'était des Fresnel, mais bon, bref. Quelle marque? Je sais pas. Mais du coup, ils avaient pas, il y avait juste le sol qui éclairait toute la scène, ce qui faisait qu'ils avaient pas besoin de prendre d'autres projecteurs. Et pareil pour je sais pas comment s'appelle la station orbitale qui est dans la deuxième partie. C'est celle qui tourne. Mais bon, bref, là c'est pareil, c'était par le plafond et du coup les acteurs d'ailleurs devaient mettre des lunettes de soleil entre chaque prise parce que sinon ils étaient aveuglés. Quel taré ce Kubrick. Ouais, il y avait en même temps, il y avait des centaines de projecteurs au-dessus du plafond. Donc... Du coup, je pensais à un truc aussi parce qu'on peut quand même faire autre que la blague Yves. On peut vraiment faire un parallèle entre 2001 et Interstellar, je pense. Je sais pas si vous l'avez tous vu. Faut que je le voie. Je l'ai pas vu non plus. Okay. Aïe. Coup dur. Putain, les mecs, je vais vous le proposer un jour. Hein. Mais, si tu fais ça, je propose Napoléon pendant 7 heures. Alors, Napoléon dure 5h30, s'il te plaît. C'est la roue qui Ah, dure ça 7 dépend, heures. ça dépend, Ewan. Il y a plusieurs versions. Mais je crois que... Ah ouais, Napoléon dure plus longtemps. En fait, la deuxième version d'Abel Gans, si tu veux, en fait, il a été monté, remonté. On va faire un podcast sur Napoléon, ça. Il y a à peu près une vingtaine, et peut-être plus, de versions différentes. Et la troisième d'Abel Gans, qui est sortie 5 mois après la première, elle fait 10 heures. Et c'est parti. Voilà. Bonne chance pour la trouver. Hein. Ce sera toujours moins chiant que ce film-là. Ça dépend, un film de 7 heures, ça peut être cool. Non, mais en fait, ce qui est bien avec Napoléon, c'est qu'apparemment, ça a inventé beaucoup. Enfin, en gros, tout ce qu'on voit dans le montage aujourd'hui, ça a été inventé dans Napoléon. Tu vois, Eisenstein, l'effet Kuleshov s'est inspiré du Napoléon d'Abel Gans. Donc, apparemment, ouais. Mais bref, on parle de 2001. Ouais. C'est pas plus mal de parler d'autre chose. Moi, ça m'a fait penser à un documentaire un peu spatial. Un peu comme le premier documentaire spatial qu'on pouvait voir, quoi. On se balade, on découvre le système solaire, on découvre les navettes spatiales et on avance comme ça, tranquillement. Comme un documentaire. Genre, ça a été tourné dans ce but-là. Ouais, mais moi, ça m'a... Moi, je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, ça fait science-fiction et documentaire. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, on prend Avatar, même si c'est un gros film qui pourrait être à côté, on n'a pas ce côté trop documentaire là. Alors que là, ça fait vraiment un documentaire qu'on pourrait voir sur Arte ou sur Netflix, quoi. Et j'ai bien aimé ce côté-là. Enfin, j'ai toujours bien aimé ce côté-là. En plus du film à science-fiction et tout ce que ça mène. Pour le coup, tu vois, je vais repartir sur mon avis sur le film, mais pour le coup, je partais un peu dans un... Comment dire ça Je partais du principe que ça va être ultra chiant comme Sydney, quoi. Je partais vraiment du principe que de toute façon, j'avais pas aimé, et voilà. Et du coup, en fait, j'ai pris une vraie belle claque, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Et encore une fois, bon, j'avais peut-être eu cette réserve sur Barry Lyndon, mais cette fois-ci, c'est pour moi, un de ses plus grands atouts. C'est cette forme de nihilisme qui teinte toute la filmographie de Kubrick. Et ici, vraiment, ça englobe tout. Vraiment, tout le film est quasiment dans le monde, c'est de la merde, on est une merde. Et voilà. Et je trouve vraiment que le film est intéressant là-dessus, parce que, et même au niveau de l'intelligence artificielle qui devient humaine, parce que, en fait, le film nous dit aussi que à partir du moment où l'intelligence artificielle fait des erreurs, elle devient humaine et elle en récupère ainsi ses vices. Et je trouve ça super intéressant de définir, en fait, l'humanité, l'homme, par ses erreurs et ses vices. En plus de ça, ça revient un peu au questionnement philosophique qui porte le film. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je me suis pas mal interrogé sur le sens. Et notamment avec les formes qu'on voit dans le film. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais l'homme, à chaque fois qu'on le voit apparaître, il apparaît sous une forme, sous un cercle.
par exemple au début avec les sources d'eau ou alors dans la navette, c'est une pièce circulaire un peu comme ce qui ressemble à la roue du hamster à un moment. Je sais pas si vous la voyez. C'est qui fait 12 mètres de diamètre. Et du coup, le seul truc à peu près, comment dire, mince, comment j'ai oublié, ce qui représente le savoir et ce qui est fondé, choses comme ça, c'est le rectangle, le monolithe qu'on voit aussi avec le singe qui apparaît avec les singes au tout début. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que dès qu'on voit Hal, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois le L c'était un cercle avec autour c'est un rectangle. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup ça lié à la fois l'homme et à la fois le savoir quelque chose d'éternel. Et j'ai regardé pas mal de critiques sur ça et je trouve ça vachement intéressant parce que du coup ça remontait pas mal de questionnements sur le progrès technique, sur l'eau, sur le fondement des sociétés et tout ce que ça remet en plus en parallèle. Non, mais c'est juste que voilà, si jamais vous voulez pousser l'interprétation de ce film et voir à peu près la vision de Kubrick, à l'époque de sa sortie, il y a une adolescente de 15 ans qui s'appelle Margaret Stackhouse qui a répertorié en fait toutes ces interprétations à elle du film et son institutrice les a envoyées à Kubrick et Kubrick lui a répondu en disant que ces interprétations ça se rapprochait et c'était la critique la plus juste qu'il avait lue, même parmi les critiques les plus célèbres du cinéma du monde du cinéma de cette époque. Et du coup, vous pourrez peut-être chercher ça. Et c'est vrai qu'elle est assez intéressante. Ces interprétations, il y a beaucoup de choses, notamment sur le thème de la mort, qui sont super intéressantes. Alors là, c'était plus une question pour Sydney parce que voilà, au niveau de, parce que peut-être que le film t'as pas intéressé, t'as pas fasciné, est-ce que toutes ces thématiques justement, ces moyens d'interprétation t'ont au moins, je sais pas, aidé à te captiver un peu ou essayer de, je sais pas, t'intéresser un peu ou quoi que ce soit? Non, mais comme je l'ai dit, oui, je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations dans le film il évoque plein de choses. Mais oui, j'ai écouté ce qu'a dit Charlie. Oui, c'est super intéressant. Hein, je l'approuve totalement. Mais si quand tu regardes un film, et c'est le cas pour moi, c'est même pas du plaisir que t'éprouves, parce que là, on a dépassé ça. C'est le dégoût ultime. C'est genre, je préfère m'arracher les yeux que de revoir le film. Même si, même s'il y a plein de questions philosophiques, oui, s'il y a plein d'interprétations, c'est super et tout, c'est voilà quand même un film, je trouve que le minimum c'est qu'il soit regardable quand même, c'est avant de faire un chef-d'œuvre, c'est le minimum quoi. Et voilà, pour moi ça marche pas, c'est comme ça du coup, mauvaise expérience, hein. C'est la vie. Je comprends. Mais c'est très bien. Ouais. Bah, honnêtement, très bien, si tout le monde aimait les mêmes films, aïe. Ouais, ce serait un peu ennuyeux, hein. Et on n'aurait pas des débats aussi intéressants que celui-là ou celui sur le match de Bon, après, ceux qui aiment bien à la 2 et machin, tous les trucs avec Kev Adams, ils peuvent aller se faire oublier. Enfin, je préfère largement le voir à la 2 que revoir ce film. Je plaisante, hein, c'est des films que j'ai même pas vus, donc je suis un grand fan de Kev Adams, dont tu parles en fait. Je rigole pas. Bah, dur pour toi. Ah, ok, super, donc ça juge. Non, mais j'aimerais juste revenir justement sur Interstellar. J'imagine Sydney, parce que je l'ai vu avec toi justement Interstellar en salle. Tu préfères Interstellar, j'imagine? Ah bah, Interstellar, il est génialissime. En général ou comparé à... En fait, à 2001? Je pense que, objectivement, Interstellar, bien qu'il montre énormément de choses dans ce film, ça parle de beaucoup de sujets super intéressants et d'actualité dans notre monde à nous, contemporain, je pense que 2001 parle de plus de choses, mais dans Interstellar, c'est super bien fait. Et c'est plaisant à regarder, en plus, c'est génial. Après, en fait, je comprends que tu compares, mais c'est quand même assez différent, parce que 2001, c'est une expérimentation, j'ai plus le mot en tête, c'est un ovni, entre guillemets, je trouve. Un ovni de l'époque, quoi. Alors qu'Interstellar, je le considère pas dans cette catégorie, en fait. Interstellar, moi, c'est un de mes films préférés, et sûrement celui que je préfère de son réal. Mais la vraie réserve que j'ai, qu'il n'y a pas dans 2001, c'est que Interstellar et Nolan en général essayent de trop expliquer tout ce qui se passe. Vraiment, t'as des moments où t'as 15 minutes de dialogue sur pourquoi est-ce que c'est possible, qu'est-ce qui se passe, et justement ça devient trop explicite en fait. Là où Interstellar a beaucoup moins de possibilités d'interprétation, je trouve que 2001 est justement beaucoup plus libre en fait,
et laisse beaucoup plus de place au spectateur de vivre son expérience. Ouais, je vois. T'as pas l'air à fond. Non, pas du tout. Parce que non, mais en fait, j'entends ce que tu dis, mais il y a toujours le même problème, c'est que c'est le fait que ce 2001 n'explique pas tout, et du coup laisse plus, entre guillemets, le spectateur avec son imaginaire, c'est à lui de deviner, entre guillemets, d'interpréter certains passages du film, ou le film en général, comme il le souhaite. Oui, pourquoi pas, mais voilà, le film en soi est chiant, donc encore, voilà, je suis désolé. Mais c'est deux choses n'ont aucun rapport, en fait. Donc oui, ok, c'est plus libre à interprétation, 2001, mais Interstellar, Non, tu mais te moi, fais pas chier devant. je te disais ça du prisme que moi j'aime les deux, du coup, pour faire un petit comparatif. C'est pour ça, c'était pas un argument contre ou pour le fait que ce soit chiant. Oui, mais sinon, Mais oui, encore une fois, je comprends totalement. Hein. Vas-y. Je comprends totalement ce que tu dis. C'est vrai que Nolan, voilà, on voit avec Inception où vraiment le mec, c'est vrai qu'il y a des passages où vraiment il y a des blocs où les personnages ils expliquent tout. C'est genre alors ça. Et il y a aussi ça dans Interstellar, surtout à la fin. Mais ouais, c'est vrai que je comprends cet argument. Où tu dis justement que de ce point de vue-là, de 2001 est peut-être un peu mieux parce qu'il explique pas forcément tout. Donc j'adhère. Mais ça ne change rien, bien sûr. C'est ce que je voulais dire, Après, en fait. C'est que j'entends, mais ça oui, change oui. rien. Voilà. T'inquiète. Après, j'ai entendu beaucoup, je sais pas si un d'entre nous a eu la chance de découvrir 2001 en salle. À sa sortie, bien sûr. Non, mais parce qu'il y a eu beaucoup de ressorties du film en salle depuis très longtemps. Et j'ai entendu beaucoup de monde dire que 2001, c'est un film qui se vit surtout sur grand écran, où tu peux pas utiliser ton portable, où tu peux vraiment juste essayer de vivre le c'est film. sûr. Hein. S'il y en a qui n'ont jamais vu le film, faut à tout prix le regarder. Enfin, faut essayer de le regarder sur le plus grand écran possible. Sur le plus grand écran possible. Idéalement au cinéma. Ouais. Et surtout, sans son portable. Idéalement au cinéma, mais... oui. Sans aucune distraction, rien. Vraiment juste être à fond dedans. Vous y arrivez, bien sûr. Mais ça peut être dit... sans portable, ça peut être dit de la plupart des films. Oui, mais ça, c'est surtout un film à vivre. Du coup, c'est ça aussi. Non, j'avais juste une petite question par rapport je sais pas, à vous tous. Les effets spéciaux, est-ce que vous avez vraiment cherché comment est-ce que ça a été fait? Parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est une putain de claque, je sais pas comment ils ont fait ça. Donc, je sais pas si vous avez des réponses. Ouais, moi je me suis renseigné. Ouais. Mais d'ailleurs, okay. La plupart du budget... Enfin, faut savoir que le film, il prévoyait 6 millions de budget. Et les effets spéciaux, qui ont pris 18 mois, alors les effets spéciaux après tournage, ont coûté 6 500 000 $. Donc, plus que le budget en lui-même. Donc, au final, le film a coûté 10 500 000 $. Ce qui est pas énorme en soi. Non, ça va. Hein. Ouais. Mais non, effectivement, toutes les scènes en apesanteur, par exemple. Ouais. Les acteurs avaient des câbles, hein, ils étaient suspendus grâce à des fils, mais ils les ont pas enlevés en fait. C'est juste qu'ils ont tout filmé à la verticale. Donc en fait, les acteurs, la caméra a été posée à la verticale, donc en soi elle filmait le plafond, et les acteurs descendaient. Ce qui fait qu'on avait l'impression, du coup, les acteurs, leur corps cachait le fil, et c'est comme ça qu'en fait ils ont réussi à masquer tout ça. Ah ouais. Ouais. Et sinon, pour les effets, quand par exemple il y a une des hôtesses qui marche sur un mur, en fait. Justement, ça c'est dans la cage à hamster et qu'ils ont bâti en grand, donc il faisait 12 mètres de diamètre. Et il y avait deux versions. Il y avait une caméra qui était fixée au décor, et donc qui tournait en même temps que le décor, parce que le décor tournait à 3 miles par heure, donc ça doit faire du 4-5 km à l'heure, j'imagine. Donc tourner en même temps que le décor, et du coup l'acteur faisait du surplace et donnait l'illusion qu'il était en train de monter sur le mur. Et sinon il y avait une version aussi qui restait stable, qui restait toujours au même endroit même si le décor tournait. Les câbles étaient masqués par des caoutchoucs qui se réenclenchait et se remasquait à chaque fois que la structure tournait, et c'est ça qui permettait, ça c'est la scène par exemple où il fait son jogging.
Ok, ouais, celle où, ouais, ça tourne. mais il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il y en a qui sont plus compliqués à comprendre. Mais c'est principalement ça. Et puis pour le stylo en apesanteur que l'hôtesse prend, pour les plans de loin, c'était simplement un fil qui se voit pas. Pour les plans rapprochés, en fait, ils ont juste pris une plaque de verre, ils ont mis un tout petit point de colle sur le stylo, et puis quand elle arrive, bah, elle le prend, elle le décolle, et voilà, ça fait l'affaire. Ah ouais, ils sont Ouais. forts. Hein. Non, il y a vraiment du gros taf là-dessus. Bah très bien. Merci pour ces explications, monsieur effets spéciaux. Que pour un soir. Oh, c'était mal expliqué, mais... Non, ça va, ça a été plutôt efficace. J'espère que tout le monde a bien compris, même vous, nos chers auditeurs. Mais je pense que c'est bon pour 2001 et on va pouvoir passer à une forme de conclusion de ce podcast en faisant nos classements des autres films. Et du coup, on commence avec Sidney. Ton classement, ça donne quoi? Alors pour mon classement, mon film normalement, mais pas nos films. Bon, de toute façon, vous savez très bien où est-ce que je mets 2001. En numéro 1, meilleur film. Bien sûr, le meilleur de tous les temps. Après, c'est compliqué parce que les autres films, ils sont pas mauvais, mais ils sont un peu aux F, je trouve. Donc les classer là, c'est un peu dur, je dirais. Du coup, je dirais en quatrième, je dirais Zabriskie Point, puis Les Prédateurs, et Yves, puis Moonlight en premier. Ok. Je dirais. Ok, très bien. Et toi, Valentin, alors? Ton petit classement? Je pense en dernier, je mettrais Zabriskie Point. Du coup, bah, après, c'est peut-être dû au fait que je l'ai regardé dans de mauvaises conditions. Je ne sais pas. Après, je sais pas, je pense 2001. Je sais pas, un connard. Non, t'as le droit de pas aimer. Non, mais... Ou de t'être ennuyé ou quoi que ce soit. Après, je sais pas. Je pense Les Prédateurs puis Yves, vu que Les Prédateurs, la fin est pas... Enfin, la deuxième partie, je me suis un peu fait chier aussi. Voilà. Yves numéro 1. Ouais. Une victoire pour Yves. Et alors, et toi, Charlie? Moi, c'est assez simple. On commence par 2001. Après, dans mes préférés, hein, on commence. Hein. Top 1, 2001. Top 2, Moonlight. Et après, j'irai top 3, égalité. Je fais une petite égalité. Les Prédateurs et Yves sur le même pied d'égalité. Ok. Et donc, William? Alors moi, en dernier, je vais mettre Yves. Voilà. En troisième, je mettrais Zabriskie Point. Même si c'est vrai que je pourrais faire comme Charlie et mettre ex aequo entre Zabriskie Point et Yves. En deuxième, je vais mettre Moonlight et en premier, 2001. Et moi, pour terminer, je vais mettre en quatrième Les Prédateurs. En troisième, Zabriskie Point. En deuxième... Ah, j'hésite entre les deux, les deux derniers, mais juste pour c'est faire compliqué, chier... hein. Ouais, j'y ai pensé aussi, mais... Mais c'est juste pour faire chier Sidney, là, en deuxième, Moonlight, et en premier, 2001, parce que comme ça, la majorité a comme numéro 1, 2001. Ouais, mais comme on représente pas la population, ça veut rien dire. Si, nous sommes la population. Je suis le Sénat. Pardon. Alors moi, je suis le président. Mais le Sénat ne représente pas le... Non, oh là là, non. Oh là là, qu'est-ce que t'es en train de dire, William? Oh là 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 là. Faudra couper ça. T'inquiète pas, ça va rester. Anarchiste. Non, j'ai... Ok, du coup, c'est la fin de ce podcast. Vous pourrez retrouver les anciens épisodes sur YouTube et sur SoundCloud. Très bien, merci le train. Non mais cancer. Nous, on vous dit à bientôt. On sera toujours là pour vous parler de films. Je crois que dans son dialecte, ça veut dire au revoir. Salut, 2001 sur côté. Salut. Copé. What the fuck is that sound? Not me, it's a camera.